Innocent Najikon, je suis le chargé de suivi, évaluation et capitalisation pour l'ONG GRDR. Je suis basé au Sénégal, précisément dans la région de Tambacounda. Je suis socio-anthropologue de formation. Merci. On commence Séverin, ensuite Franklin. Okay, bonjour à tous. Moi, c'est Nadi Getoum Séverin. Je suis le chargé de projet. Je suis avec CRS Abol. Merci. Ok, enchanté. Oui, Franklin, allez-y. Bonjour à tous et bonjour. Moi, c'est Mike Jean-Brindé Franklin. Je suis le chargé de protection INEAP pour le compte de l'ONG Oxfam basé au lac. Je suis également de formation anthropologue. Merci. Ok, enchanté, Monsieur Abdoulaye Béchir, Ibrahim. Bonjour à tout le monde. Moi, c'est Abdullah Bachir Brahim, chercheur associé au Centre d'études pour le développement et la prévention de l'extrémisme. Président du cadre de sociologue cadin, je suis sociologue de formation. Ok, enchanté Béchir. Monsieur Yes Moubalama. Bonjour à tous. Je suis M. Mboye Mbalama Roland, depuis la République démocratique du Congo. Je bosse chez ICT en tant qu'admin financier. Ok, enchanté. Monsieur Wansou, allez-y. Oui, bonjour à tous. Moi, c'est Wassim Onsou. Je suis financier de formation et actuellement comptable à Oxfam basé au lac. Merci. Ok, merci à tout le monde. Alors, nous allons commencer notre formation ici. Aujourd'hui, ça serait plus en tout cas les séances de travail pratique parce que on va juste expliquer les fondamentaux en tout cas des cadres logiques, son utilité. Après, nous allons aller directement en tout cas un cas pratique où nous allons le faire ensemble pour permettre à chacun de comprendre comment on peut le faire. Et après, maintenant, nous allons expliquer comment on peut exploiter le cadre logique dans le cadre des projets. Donc, je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, tout est OK. D'accord. C'est également aussi. Ok. Alors, notre module s'intitule Comment élaborer un cadre logique et son utilité. Alors, les cibles, en tout cas, comme cible, je souhaite au moins partager une connaissance à 15 professionnels ou aspirants de projets. Et 70% en fait sont capables, en tout cas, d'élaborer un cadre logique. Au programme, comme je l'avais dit à l'introduction, en fait, c'est comment comprendre l'importance d'un cadre logique dans la gestion du projet et apprendre aussi les étapes clés pour élaborer en tout cas un cadre logique efficace et enfin découvrir les outils et méthodologies pour collecter, analyser et interpréter les données. Et à la fin, comme j'avais dit dans mon propos liminaire, nous allons faire un cas pratique d'élaboration d'un cadre logique pour permettre à chacun de comprendre comment on formule en tout cas les objectifs, les résultats et les indicateurs objectivement vérifiables et les sources d'information ainsi que les hypothèses. Alors, pourquoi un cadre logique est important? Alors, l'importance du cadre logique, c'est dans la planification de gestion de projet.
Le cadre logique, c'est la planification essentielle pour assurer en tout cas le succès d'un projet. Et le cadre logique fournit une structure claire et organisée pour planifier les activités, les ressources et les résultats du projet. Il est aussi utile qui aide parce que ça aide à définir les objectifs généraux du projet de manière précise et qui sont en tout cas mesurables. Il permet également d'identifier les résultats attendus de chaque étape du projet, permettant ainsi de suivre les progrès et d'évaluer l'impact des interventions. Alors, par définition, on peut dire que le cadre logique, en fait, c'est un élément conçu, en tout cas on l'appelle la matrice logique ou en anglais on dit log frame. En anglais, donc c'est un outil de planification, de gestion et de suivi et évaluation largement utilisé dans le domaine de développement international et de la gestion de projets. En fait, c'est un tableau que nous allons voir en tout cas, c'est un tableau qui permet au fait de faire le résumé du projet. C'est ça en tout cas, c'est un tableau qui résume le projet. Quand vous prenez un cadre logique, dans un projet, si vous êtes chef de projet ou encore chargé de projet, ou même vous êtes en tout cas un membre d'équipe du projet, quand vous avez le cadre logique, vous connaissez déjà le résumé du projet à partir du cadre logique. Et nous allons voir exactement. Il y a les objectifs du projet, il y a les résultats, il y a les activités, il y a les indicateurs, il y a les risques et les suppositions. Donc, dans un cadre logique, dès qu'on te donne un cadre logique, si tu connais faire la lecture du cadre logique, tu comprends déjà fondamentalement le projet. Le reste maintenant, les narratifs de projet et autres, ça permet en fait de suivre les démarches, la cohérence, ainsi de suite, mais le résumé des projets se trouve déjà dans le cadre logique. Donc la première des choses, quand moi je prends un document de projet, c'est d'abord le cadre logique que je viens. Dès que je maîtrise le cadre logique, ça veut dire que le reste maintenant, c'est juste la méthodologie, comment le faire pour le mettre en pratique. Alors, ici, les étapes clés pour élaborer, en tout cas, un cadre logique efficace. En tout premier, d'abord, il faut analyser les besoins et les problèmes. Parce que dès qu'on ne connaît pas les problèmes, on ne connaît pas les besoins, il est difficile de formuler le cadre logique qui pourra répondre aux besoins de la population. Il s'agit, bien sûr, de l'appui envers la population. Donc, il faut connaître leurs problèmes, leurs besoins, avant de les formuler. C'est là où vous constatez qu'il y a beaucoup de ONG, quand ils veulent élaborer un projet, ils peuvent aller en tout cas collecter les besoins ou encore se baser sur une étude récente qui est effectuée dans la zone, qui ressort effectivement les problèmes et les besoins, et c'est ces documents-là qui leur permettent au fait d'élaborer les projets. Et donc, à ce niveau-là, on suppose qu'on connaît en fait le problème au niveau de la société ou encore au niveau de la communauté qu'on va appuyer. Et c'est sur cette base-là, on formule nos objectifs, nos indicateurs et en même temps nos résultats en formulant aussi les activités et définissant aussi le budget pour nous permettre en tout cas d'atteindre les objectifs. En deuxième lieu, ça vient directement à la définition des objectifs et des résultats parce que dès qu'on connaît les besoins, on connaît les problèmes, ça nous permet de formuler au fait... Pardon? Il y a un participant qui n'a pas. Il y a un participant fait quoi? Il n'a pas fermé son micro, c'est pourquoi de temps en temps là. Ok. S'il vous plaît, vous pouvez fermer vos micros. Je pense que maintenant, tout le monde a fermé son micro. Ok. D'accord. Alors, on évolue. Donc, je disais tantôt qu'après, en fait, la définition, en tout cas l'analyse des besoins et des problèmes, on peut définir maintenant les objectifs et les résultats. Après cela, on peut maintenant identifier les activités nécessaires. Ensuite, maintenant, il faut développer maintenant les indicateurs de suivi et évaluation. Et enfin, c'est les analyses des risques et des hypothèses. Parce que si vous commencez à formuler les activités avant de formuler les objectifs, il y aura l'incohérence. Donc, l'idéal, c'est aller en tout cas du besoin. Un exemple, dans une population X, vous identifiez au fait qu'ils ont le problème d'accès à l'eau. Et là, c'est le manque, par exemple, de l'eau au niveau du village.
c'est un problème. Et leur besoin, c'est accès à l'eau potable. Alors, à ce niveau-là, on va définir l'objectif qui est en tout cas d'appuyer cette population à avoir de l'eau, en tout cas de qualité pour une santé saine. Et le résultat, ça veut dire que le tel nombre de l'eau que vous allez prévoir en fonction en tout cas des budgets, en fonction de la population. Maintenant, l'identification des activités nécessaires. Quelles sont les activités au préalable qu'on peut faire, par exemple, dans un village qu'on pense qu'on doit appuyer avec les fourrages? On peut dire, par exemple, les activités nécessaires. Avant de les faire, il faut d'abord peut-être mettre en place un comité de gestion qui permet, par exemple, d'identifier quel est le point d'accès d'eau quel est le milieu idéal qu'on peut implanter les fourrages et qu'est-ce qu'il faut faire et comment on pourra sensibiliser les gens, ainsi de suite. Donc, ça, c'est les activités. On ne va pas donner directement aujourd'hui comme ça, mettre les fourrages. Donc, il y a plusieurs activités qui peuvent découler, par exemple, dans un village où vous avez identifié les besoins en termes d'appui de l'eau. Donc, et à partir de là aussi, on peut dire, par exemple, oui, on a déjà fait le forage. Quelles sont les activités qu'on peut faire après le forage? Parce que s'il y a l'eau, il y aura certainement des gens qui vont venir chercher à boire de l'eau, ainsi de suite, et ça peut créer des conflits. Quel est en fait le rôle de ce comité-là dans ces domaines-là pour ne pas que vous venez créer un forage pour que ça crée des conflits après? Donc voilà, c'est à peu près de cette logique-là qu'il faut aller pour formuler ou en tout cas élaborer les cadres logiques. Maintenant, lorsque vous avez les activités, vous pouvez développer aussi les indicateurs de suivi. Les indicateurs de suivi, c'est en lien avec les activités. C'est-à-dire, tu as une activité, mais comment tu vas faire pour suivre que ton activité puisse atteindre les objectifs? Si par exemple, tu t'as dit que l'activité, c'est implanter 10 forages. Maintenant, comment tu dois suivre pour que ces 10 forages soient implantés? Donc, il y a des choses que tu vas définir comme, par exemple, les outils. Et en même temps, comment tu vas démontrer en tout cas les sources de vérification pour dire que oui, effectivement, on a réalisé tel forage. Et maintenant, il faut analyser aussi les risques et les hypothèses. Est-ce que pendant ce temps que tu es dans le village, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que les gens vont accepter le forage, oui ou non? Est-ce qu'il y aura des conflits autour de ça, oui ou non? En tout cas, tout ça, il faut analyser ces risques-là pour convaincre le bailleur que oui, effectivement, il y a un faible risque pour que ces projets ne réussissent pas. Donc, ainsi de suite, à ce niveau, ça peut convaincre le bailleur par rapport aux risques que tu as déjà identifiés au préalable et maintenant, comment tu comptes te prendre avec ces risques-là pour réaliser l'activité. Après cela, nous avons, voilà, ça c'est juste une matrice qui n'est pas encore remplie, en fait, une matrice de cadre logique que je vais expliquer. Ici, en premier lieu, on a la logique d'intervention. La logique d'intervention, juste en dessous de la logique d'intervention, on a l'objectif général, on a l'objectif spécifique, ça peut être 2 ou 3, ça dépend en tout cas de ce que vous cherchez, de la thématique. Et les résultats aussi, c'est au pluriel, donc il y a plusieurs résultats. On peut dire dans un projet où il y aura 2 résultats, 3 résultats, jusqu'à même 20 résultats, c'est possible. Et maintenant, des activités. Après, la deuxième colonne, il y a les indicateurs objectivement vérifiables. C'est-à-dire, lorsqu'on définit l'objectif général, on doit dire que quels sont les indicateurs qu'on peut objectivement, en tout cas, vérifier pour dire que oui, notre objectif est atteint. Donc, on définit notre indicateur, on peut définir même les cibles à atteindre. Maintenant, les sources. Quelles sont les sources des informations que nous allons démontrer qu'effectivement cet indicateur est atteint? Un exemple, si on doit dire qu'on doit en fait appuyer la population avec les semences. Maintenant, comment on va vérifier que effectivement tel nombre de populations ont bénéficié des semences? Plus souvent, il y a le rapport, par exemple, de distribution qui nous permet de voir que tel nombre de personnes ont bénéficié des semences. Donc, ça, c'est les sources de vérification. Donc, le rapport, par exemple, de distribution des semences peut déjà nous démontrer cela. Maintenant, si on dit plutôt que les personnes qui ont reçu des semences ont amélioré, par exemple, leur productivité, qu'est-ce qui nous fait dire qu'effectivement, les semences ont contribué à améliorer la productivité de cette population-là? C'est là où on fait, comme d'habitude, les poses de carré de rendement
et aussi, par exemple, les rapports, l'évaluation de post-récolte, c'est-à-dire après les récoltes, on peut faire une enquête des ménages auprès de ces bénéficiaires pour le démontrer, pour leur demander au fait leur appréciation par rapport à la qualité des semences et par rapport à la productivité, et ça nous permet en fait de démontrer qu'effectivement les semences qu'on a données, ça a permis à tel nombre de personnes à améliorer leurs conditions de vie d'après leur déclaration. Donc maintenant, après ça, on a les hypothèses. Les hypothèses, comme je l'avais dit, c'est les hypothèses, c'est des facteurs externes qui peuvent impacter le projet. Par exemple, le facteur sécurité, il y a par exemple l'acceptance du projet par rapport à telle approche ou telle approche, et aussi la collaboration par exemple de l'État ou des services étatiques pour accompagner le projet. Donc tous ces facteurs externes, mais qui peuvent influencer sur le projet, il est intéressant de les reconnaître et venir travailler pour que ces facteurs-là puissent devenir au fait un atout. Donc à la fin, juste en bas, il y a les moyens. Les moyens, souvent, c'est les moyens, ça soit matériel, humain, en tout cas logistique, tout ce qui est comme coût en termes de projet. Donc ça veut dire les moyens humains, il y a les matériels, il y a aussi moyens financiers, ainsi de suite. Maintenant, les coûts, combien ça va coûter? Donc tout ça, on ressort ça dans un cadre logique et ça permet en fait toute équipe de projet, que ce soit l'équipe support, que ce soit l'équipe du programme, il prend un cadre logique, il est en mesure au fait de comprendre déjà la cohérence et le noyau même du projet. Alors, maintenant, les outils par exemple, et les méthodologies pour collecter, analyser et interpréter les données. Donc, les outils de collecte de données, comme d'habitude, il y a les enquêtes, il y a les entretiens, il y a les observations, comme je l'avais dit. Il y a aussi les méthodes d'analyse des données, que ce soit les méthodes statistiques ou analyse qualitative. Et enfin, ces données-là, on ne va pas les collecter comme ça. On les exploite, c'est là où on fait les interprétations de données pour prendre des décisions éclairées. Alors, les bonnes pratiques pour l'utilisation des cadres logiques, il est intéressant, en tout cas dès la conception des cadres logiques, d'impliquer les parties prenantes dans l'élaboration des cadres logiques. C'est là où vous allez constater qu'il y a certaines ONG, pendant la rédaction des projets, si c'est un projet par exemple consortium, ou encore même non consortium, ils impliquent les services étatiques, en tout cas toutes les parties prenantes du projet, ils les impliquent dans l'élaboration. Même si le projet n'est pas encore gagné, on les implique et on les explique et on travaille ensemble à ce niveau-là. Ça leur permet déjà de s'approprier du document du projet, et ils peuvent réviser et mettre à jour régulièrement les cadres logiques en fonction des changements et en fonction des nouveaux besoins. Le cadre logique, ce n'est pas un document statique, non. C'est un document après l'élaboration, après même que le bailleur accepte de financer le projet, c'est un document qu'on peut à tout moment, même les on peut les opérer dans la mise en œuvre du projet. Vous allez vous rendre compte, par exemple, que vous avez dit que vous allez appuyer la population X par rapport à tel besoin, mais vous vous rendez compte qu'en fonction de la mise en œuvre du projet, s'il y a des cas, par exemple, de sécurité qui viennent et que cette population se déploie de cette zone A à zone B, ça devient un souci. Un autre exemple, par exemple, lors de l'inondation de N'Djamena, précisément dans le sud de Toukoura, il y a des ONG qui ont, par exemple, élaboré le projet pendant le moment, en tout cas, de l'assistance, et il y a une partie, en tout cas, des activités auxquelles ces populations, en tout cas, ces sinistrés, ils ont prévu, en tout cas, d'appuyer ces sinistrés-là avec les moyens pour permettre de reconstruire leurs maisons qui sont cassées. Mais, au cours, en tout cas, de mise en œuvre, le gouvernement est venu, pour ne pas dire ce terme, c'est-à-dire il est venu renvoyer cette population dans ce site-là, et les zones sont réveillées un petit matin pour venir une troupe personne à ce niveau-là. Et dans ce cas, si vous n'avez pas de contact avec cette population, il est difficile de les retrouver du moment où ils sont déjà plus sur le site. Et à ce niveau,
il y aura des choses qui vont changer dans le cadre logique. Ou encore, il y a des objectifs que vous avez définis, des indicateurs que vous avez définis dès le départ du projet. Et le projet, par exemple, peut être mis en œuvre après 2 ans ou 1 an après. Mais il y a des choses qui vont évoluer, les choses ne vont pas vous attendre, ainsi de suite. Raison pour laquelle les cadres logiques aussi, on peut l'adapter à chaque situation qu'on peut retrouver sur le terrain. Voilà, ici prend fin en fait la partie en fait des concepts pour comprendre en fait les cadres logiques. Maintenant, je vais vous laisser le temps pour des questions. Après cela, on va aller directement en fait au cas pratique pour comment élaborer les cadres logiques. Je vous remercie. Alors, vous pouvez m'interrompre à tout moment si des questions, en tout cas, vous viennent en esprit. Mais on va aller directement sur le cas pratique. Oui, c'est vrai? Ok, merci beaucoup, cher Innocent. Je pense que j'ai appris beaucoup de choses lors de votre présentation. Et j'aimerais un peu comprendre surtout la modification de cartes logiques ou bien encore la réadaptation de cartes logiques. Généralement, on dit que c'est d'abord par l'approbation du bailleur. Mais à quel moment on peut modifier les cartes logiques? Est-ce que c'est après une évaluation à mi-parcours ou bien à quel moment on peut modifier les cadres logiques? Merci. Ok, merci beaucoup pour cette question. C'est une question en tout cas très pertinente. C'est des choses qui arrivent souvent dans le cadre du projet. En tout cas, il faut savoir que toute modification d'un indicateur ou de cadre logique, il faut d'abord engager une discussion avec le bailleur. Parce que le bailleur, il a déjà ces cadres logiques-là. Donc, juste après, par exemple, comment dire, l'accord du financement du projet, dans la plupart des cas, le bailleur déjà, il retient parmi les indicateurs que vous avez proposés, le bailleur, il retient les indicateurs que lui, il pense sont des indicateurs obligatoires. Donc, c'est là où on parle des indicateurs contractuels et les indicateurs non contractuels et les indicateurs transversaux. Donc, juste après l'accord du financement des projets, on peut réviser déjà les cadres logiques. Donc, le bailleur peut donner des orientations ou vous aussi, vous pouvez l'adapter, mais tout en communiquant avec le bailleur. Ça, c'est juste après le financement. Maintenant, et plus souvent, quand on le fait, on réunit les parties prenantes et on discute et on voit la faisabilité et on fait la révision, tout en étant en communication avec le bailleur. En mi-chemin aussi, par exemple, juste après l'évaluation à mi-parcours, on peut aussi réviser le cadre logique. Par exemple, il y a des raisons qu'on peut justifier et communiquer au bailleur et on peut le modifier. Mais les indicateurs obligatoires du bailleur, c'est difficile à modifier. Si c'est un contexte majeur qui intervient, ça, à ce niveau, on modifie. Mais les indicateurs, par exemple, non obligatoires, parfois même, on ne communique même pas au bailleur, on peut les modifier. C'est des cas qui arrivent. Il y a des projets aussi qu'il n'y a même pas des évaluations à mi-parcours. À ce niveau, chemin faisant, il y a aussi les périodes, par exemple, de soumission des rapports. Il y a certains bailleurs qui peuvent demander les soumissions des rapports chaque 6 mois, ou certains chaque 1 mois, ou certains chaque 2 mois. Ça dépend des bailleurs. Maintenant, et surtout, il y a aussi des rapports annuels. Surtout les rapports annuels, c'est à ce moment-là que le cadre logique, et ça nous allons voir tout de suite, le cadre logique, on le met à l'intérieur du rapport en tout cas annuel. Dans ce rapport-là, ce n'est pas le même cadre logique, mais on peut
on modifie, on crée d'autres colonnes. Nous allons voir ça ensemble, on crée d'autres colonnes pour faire en tout cas les mises à jour par rapport aux indicateurs que nous avons atteints ou nous n'avons pas atteints. Donc, c'est des choses qui peuvent intervenir, mais toujours la communication doit être avec le bailleur, avec des justifications acceptables par le bailleur. OK. Alors, je vais partager mon deuxième écran. Dès que vous voyez si c'est clair pour vous, vous me signalez. C'est bon? Vous voyez mon écran? Oui, Innocent, c'est bon, mais il faut un peu zoomer, quoi. OK, d'accord, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est bon comme ça. C'est bon comme ça. OK, je pense que c'est mieux. Je pense que c'est bon hein, de mon côté. OK. Alors, vous voyez déjà que plus souvent, en fait, quand tu as déjà peut-être le titre de projet, tu peux déjà, en fait, tu peux être à mesure en tout cas de proposer un cadre logique, mais bon, sachant qu'il y a les besoins sur le terrain et tout ça, si tu n'as pas ces éléments, tu peux formuler en tout cas un cadre logique, mais ça ne pourra pas forcément répondre aux attentes de la population parce que il faut avoir vraiment les besoins réels de la population et le problème pour permettre en tout cas que ton cadre logique réponde à cela. Mais ceci étant donné, en fait, ça c'est un exercice. Ce qui est important, c'est comprendre comment on le fait. Et si on le comprend, le reste maintenant est déjà facile en fait. Donc, ici, le cadre logique ici, le titre de projet. On dit renforcement de la résilience et de la cohésion sociale des communautés agro-pastorales face au choc climatique dans le Bahr El Ghazal au Tchad. La zone couverture de projet, c'est la province de Bahr El Ghazal, département de Bahr El Ghazal Nord et département de Bahr El Ghazal Ouest. La durée du projet, c'est 4 ans. Alors, accordez-moi 2 minutes pour que je puisse revoir les paramètres pour que les gens puissent entrer directement dans la salle, dans la salle sans toutefois que je puisse les autoriser. Bon, apparemment, ça va nous prendre du temps, donc on va évoluer ainsi. Alors, ici, il faut comprendre que dans un projet, il faut comprendre la thématique ou les thématiques, il faut comprendre la population cible, il faut comprendre aussi la zone d'intervention. Alors ici, dans le cadre de ces projets, on dit renforcement de la résilience et de la cohésion sociale. Donc, ici, on veut renforcer la résilience et la cohésion sociale.
La population qu'on veut renforcer la résilience et la cohésion sociale, c'est la communauté agro-pastorale, c'est-à-dire les agriculteurs et les pasteurs. Donc, face à quoi? Face au choc, en tout cas, climatique. Donc, il faut savoir que le choc climatique ici devient déjà, en fait, un problème. Ça veut dire que ces personnes-là, ils sont vulnérables par rapport au choc climatique qui affecte leurs moyens de subsistance. Donc, le projet compte renforcer leur résilience, c'est-à-dire donner en tout cas cette capacité de résilience pour leur permettre de faire face au choc climatique et en même temps qu'il y ait la cohésion sociale, en tout cas l'harmonie et la cohésion sociale entre ces communautés. Parce que le fait qu'il y ait des chocs climatiques, les ressources naturelles vont en tout cas être affectées. Et lorsque les ressources naturelles sont affectées, justement, les gens vont être en conflit pour subvenir à leurs besoins. Raison pour laquelle il faut insérer la cohésion sociale pour permettre à ces communautés-là d'être en même temps résilients et d'être en harmonie ou encore en cohésion. Alors, ceci étant, comment on peut formuler en tout cas notre objectif général? Il y a quelqu'un qui sollicite la parole? Ok, Innocent, moi j'ai un petit souci. Hein. La présentation là ne s'affiche pas chez moi. Alors, je vais arrêter et repartager. Ok, merci. C'est déjà ok. D'accord. Alors, comme je disais tantôt, en fait, nous avons deux thématiques. Nous avons les populations agro-pastorales et nous avons aussi le choc climatique. Et la zone, nous avons la province ou encore la région de Bahr el Ghazal. Alors, comment on peut formuler le type général? Ici, on sait qu'on veut renforcer la capacité de résilience de cette communauté-là face au choc climatique. Dans quel environnement on veut le faire? On veut le faire dans l'environnement, en tout cas de cohésion ou encore de l'harmonie entre cette population-là. Et la résilience-là, quelles sont les activités de résilience qui vont permettre au fait de cette population-là? Plus souvent, c'est les activités socio-économiques. Socio-économiques qui vont permettre au fait de cette population-là de subvenir à leurs besoins. Alors, si on peut formuler ainsi, on peut dire par exemple, on peut contribuer, parce que nous, on ne peut pas tout régler, mais on peut contribuer, par exemple, à renforcer la capacité de résilience socio-économique des agro dans un environnement cohésion sociale dans la province abrégée de Bec.
Alors, ici, déjà, on s'est dit que on va contribuer à renforcer en tout cas la capacité de résilience socio-économique des agropasseurs dans un environnement de cohésion sociale dans la province du Bec, plutôt sur le Bec, au Tchad. Alors, les indicateurs objectivement vérifiables, par exemple, si on peut dire ici, les indicateurs ici, on peut dire par exemple, c'est pas trop, on peut dire par exemple le taux de équivalence de la alimentaire. On peut aussi dire le score de sécurité alimentaire de 10%, ainsi de suite. En tout cas, on peut dire ça. Maintenant, on peut dire par exemple les cibles. On peut dire par exemple. Vous voyez? Maintenant, il y a aussi deuxième indicateur, notamment comme on a deux thématiques, il faut deux deuxième indicateur. On peut dire que pourcentage de conflits, ou on peut dire même diminution, hein? Diminution de conflits, ou pourcentage, bon, ce serait un pourcentage, ou nombre, oui, voilà, nombre de conflits résolus donc ici on peut donner un nombre, hein, ça dépend, on peut dire c'est pas trop 30 ou 40, le nombre importe parce que le nombre ça nous permet en fait, quand si on comprend notre terrain et les sources de vérification, comment on peut vérifier ça? Par exemple, il y a les baselines qui permettent de voir la situation de départ. L'étude baseline, en fait, c'est une étude de référence à l'étude de départ pour permettre de mesurer l'indicateur. Il y a l'étude aussi à mi-parcours. Hein. Mi-parcours. Et une ligne qui est l'évaluation finale. Donc, les hypothèses ici, on peut dire que le contexte et l'autre, le contexte sécuritaire est relativement calme ou encore au contexte sécuritaire est stable. Voilà, on a déjà notre objectif général avec les indicateurs, n'est-ce pas? Ici, les outils spécifiques, comme on a au moins des thématiques, il faut aussi qu'on ait au moins des outils spécifiques. Un objectif qui va prendre en compte la première thématique qui est la résilience, et le deuxième objectif spécifique qui peut aussi prendre en compte les aspects de cohésion sociale. Alors, on peut par exemple dire ici, que on peut renforcer, n'est-ce pas, renforcer les moyens d'existence,
des ménages passeurs les ménages agropasseurs les ménages agropasseurs agropasseurs par un appui renforcer les moyens existants des ménages agropasseurs, un appui en tout cas un appui et un appui nutritionnel et les agents Donc, là, on peut dire, par exemple, on compte apporter un appui en matière nutritionnelle et en même temps appuyer les activités en termes des agents. Maintenant, en objectif spécifique 2, on peut dire, par exemple, renforcer la cohésion sociale entre les agriculteurs et les éleveurs. On peut même dire, on peut dire renforcer la cohésion sociale des agropasseurs. Là, ça veut dire qu'à l'intérieur des agriculteurs et en même temps entre les agriculteurs et les éleveurs. C'est aussi possible. Ça dépend de l'angle auquel on aborde. Agropasseurs, renforcer la cohésion sociale des agropasseurs avec sociale et des agropasseurs pour une gestion des ressources naturelles. Donc là, ça dépend des activités que nous, on va mettre pour renforcer cette cohésion sociale-là. Donc les indicateurs nous permettront de définir plus. Alors, ici, dans le premier, comment dire, le premier objectif spécifique, on peut dire par exemple indicateur on peut dire augmentation score et diversification même. Diversification alimentaire pour les AGR, parce qu'ici on a deux. Il faut toujours voir, parce que dès que quand tu as deux
termes d'appui, il faut aussi les indicateurs prendre en compte les deux. Ici, on a parlé d'appui nutritionnel, on a aussi parlé des AGR. Donc, il faut prendre en compte automatiquement les AGR. Par exemple, on dit des personnes ayant amélioré leur autonomisation grâce à l'appui des AGR dans le projet. Donc, on a déjà ça. Et là, ici, par exemple, on peut dire pour la cohésion sociale, on peut dire ici, qu'est-ce qu'on va faire? Nombre, par exemple, nombre de conflits, ou encore nombre du comité d'abord, parce qu'il faut mettre un comité de gestion de conflits, nombre de comités de gestion de conflits en place. On peut dire aussi nombre de conflits résolus pacifiquement par comité, le comité mis en place, où on peut dire même redynamiser par le projet. Alors, vous voyez un peu la logique. Maintenant, comment on peut vérifier? Justement, ça peut être ici, les augmentations de score de sécurité alimentaire, ça va être la même chose ici. Vous voyez? Maintenant, le nombre de personnes ayant amélioré leur autonomisation, on peut dire par exemple le rapport des activités aussi. Il y a aussi pour le comité, on peut dire les PV de mise en place. En tout cas, on peut dire les PV, c'est suffisant. Après, ici, oui, le PV permettra aussi. Oui, c'est vrai. Oui, cher Innocent, c'est une main levée depuis, donc finissez carrément cette partie okay. et je vais poser la question. D'accord, sorry. D'accord, je comprends. Ok. Alors, ici, voilà. Donc, là, ici aussi, on peut dire d'autres manières. Hein, il y a plusieurs, on peut dire même pour renforcer les initiatives de cohésion sociale. Hein, les initiatives, oui, ça va être plus mieux. Les initiatives cohésion sociale des agro-processeurs pour une bonne gouvernance de gestion des ressources naturelles. Voilà, donc ici, on peut dire par exemple à ce terme du projet, hein, la communauté et services techniques. Donc ici, il faut savoir qu'on peut juste fusionner et ça, on peut les mettre tous ensemble, il n'y a même pas de problème, ce n'est pas forcément par ligne, quoi. Donc voilà. Maintenant, les résultats maintenant. Vous savez qu'on a on a 2 exercices spécifiques. Il est probable qu'on puisse aussi avoir au moins par exemple,
2 résultats ou plus. Donc, on peut dire par exemple le résultat 1 et ménage agro ménage par exemple agro-pastoral, ou encore on peut dire la production même, hein. Ménage agro-pastoral. Le ménage agro-pastoral agro-pastoral ayant été ciblé améliore basé par exemple sur une agriculture durable ou encore agroécologique, comme étant donné qu'on est dans le contexte du changement climatique, il est important d'appuyer en tout cas la population à aller dans ce sens de l'agriculture durable ou encore l'agriculture agroécologique. Donc, c'est aussi ça, en fait, l'adaptation en fonction du problème. Alors, ici, on va formuler aussi un deuxième résultat. Donc, deuxième résultat, on peut le faire directement à partir de... On regarde un peu notre objectif spécifique. On regarde ici les ménages pastoral ayant par exemple été, ou encore peut dire ménage agropastorale ciblé améliore leur les ménages agro-pastoraux les ciblés sont autonomes. Non, grâce aux agents du projet. Maintenant, on a deux résultats à ce niveau. On peut formuler le troisième résultat. On peut prendre en compte les activités de cohésion sociale, par exemple, étant donné qu'on est dans des thématiques. Donc là, par exemple, on peut dire les structures, par exemple,
les structures, par exemple, communautaires. On peut dire jeunes, femmes, les sages, en tout cas, ou les sages, on peut dire, bon, les sages, on les qualifie pour c'est des choses traditionnelles, ainsi de suite. Les structures, par exemple, les comités jeunes, sont identifiés, mis en place, ou redynamisés. Voilà. De prévention d'abord, hein, de prévention. Identifier, mise en place ou redynamiser. Ou redynamiser. Voilà. Et fonctionnel, voilà. Maintenant, on a vu dans le logiciel spécifique, on a deux indicateurs. L'autre, c'est pour le comité et l'autre, c'est pour le nombre de conflits. Donc, il faut aussi voir cette cohérence-là. Donc, on aura aussi le quatrième résultat qui, on peut dire, par exemple, le nombre, par exemple, de conflits, le nombre de conflits ou encore on peut dire les ou on peut dire par exemple les jeunes, les femmes, les sages deviennent par exemple les artisans de paix. Par exemple, ou encore on peut dire par exemple, ils deviennent des artisans de paix et pour la vision sociale. Voilà. Ici, comme c'est quelque chose qu'on le fait, en tout cas, directement, je crois qu'il y a des choses peut-être qu'on peut juste revoir en fonction de cohérence, tout ça. Mais l'objectif de cet exercice, ça permet au fait de voir comment on établit au fait la cohérence. Ce qu'il faut au fait retenir. Alors, on a par exemple 4 résultats ici à ce niveau. Et ces résultats-là, on a par exemple les indicateurs objectivement vérifiables.
que chaque résultat aussi doit au fait intégrer ces indicateurs objectivement vérifiables. Et c'est important à ce niveau de savoir. Par exemple, on peut dire ici, dans le résultat 1, indicateur, bon, le résultat 1 bien sûr, pour la production des ménages agro-pastoraux ayant été ciblés à améliorer leur production basée sur une agriculture durable ou encore agroécologique. Ici, on peut dire que le pourcentage, par exemple, des ménages, d'accord? Le pourcentage des ménages appuyés pour des agro-passeurs, en tout cas. Appuyés, améliorant leur production de 10%. Et maintenant, on peut dire aussi il est permis à on peut formuler plusieurs indicateurs avec ces seuls résultats-là. On peut formuler plusieurs, comme c'est un exercice, on va évoluer. Maintenant, ici, le résultat 2, on dit le nombre d'agro, en tout cas les ménages agro-pastoraux ciblés sont autonomes grâce à l'appui aux AGR des projets. On peut dire par exemple le nombre des ménages appuyés par projet augmente par exemple plutôt ici ménages appuyés par le projet. Pourcentage là, parce qu'on va voir les gens qui, par exemple, si on a appuyé 600 personnes, pas sûr de 600, combien ont amélioré leur autonomie. Donc, le nombre de ménages appuyés par le projet, toujours les ménages agro-passeurs, oui. Appuyés par le projet. Appuyés par les activités, en tout cas les AGR. Autonomisation. La fin du projet. Et maintenant, on peut aller directement à l'indicateur du résultat 3. Nombre structure communautaire. Structure communautaire. En tout cas, on peut dire jeunes, femmes, identifiés. On peut dire simplement une structure. Structure ici parce qu'à la fin on a dit fonctionnel. Donc là, on peut dire juste le nombre de structures redynamisées.
dynamiser, en place. Et fonctionnel plutôt, voilà, et fonctionnel. Si on connaît bien le terrain, on peut citer le nombre ici, hein. On peut dire 20, 30, ainsi de suite. Ça dépend. Donc, si on connaît un peu le terrain, on peut être plus précis dans notre. Ici, par exemple, on peut dire nombre, par exemple, des initiatives de cohésion sociale et jeunes. Là aussi, on peut découler plusieurs indicateurs dans chaque résultat. Ici même, on peut proposer d'autres indicateurs, par exemple, le nombre de sensibilisations faites par les jeunes, et ainsi de suite. Donc, en fait, ça, c'est la logique. Maintenant, les sources de vérification ici, là, du coup, par exemple, on peut dire le PDM, c'est-à-dire c'est l'enquête post-distribution monitoring, c'est-à-dire ça permet en fait d'évaluer la distribution ou encore l'enquête post-récolte. Vous voyez, n'est-ce pas? On peut dire enquête post-récolte. Post-récolte. Le rapport les PV aussi. Voilà. Donc là, ça peut nous permettre de mesurer. Maintenant, les activités, il y en a plusieurs activités. Hein. Les activités, on peut citer plusieurs, donc, mais la cohérence, par exemple, quand on veut citer les activités, on dit par exemple résultat 1, activité 1. Voilà. Donc, à ce niveau, on peut formuler l'activité qui est en lien avec le résultat 1. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, par exemple, l'activité résultat 1, activité 1, par exemple, on peut dire appui. De semences qualité au ménage on peut dire résultat 1 toujours activité aussi 2. Voilà. Ainsi de suite. Donc, les activités doivent être en cohérence avec les objectifs aussi. Ainsi de suite. Maintenant, les moyens, par exemple, on peut dire ici ressources humaines, n'est-ce pas? On peut dire, voilà, un chef de projet, chargé de 1000, et chargé logistique, et log, chargé finance, chargé par exemple de sécurité alimentaire, chargé de cohésion sociale. Vous voyez, c'est en fonction des thématiques, chef de base, ainsi de suite. Par exemple, on peut dire, voilà, qu'est-ce qu'on va acheter? Bon, ici, on peut dire par exemple,
matériel. On peut dire par exemple achat en tout cas de semences, n'est-ce pas? On peut dire aussi les bureautiques, location de bureaux, achat de véhicules. Vous voyez, maintenant, tout ça là, les coûts par exemple, on peut dire en termes de RH ici, chargé de projet, on peut dire par exemple, je ne sais pas quoi, si on a le projet fera comme le projet c'est 4 ans, on peut dire par exemple, si le chef de projet est payé par exemple 800 000, n'est-ce pas? 800 000, on peut dire pour 4 ans. Les 4 ans, c'est combien de mois déjà? 24 c'est 48 mois, n'est-ce pas? 48 mois. Vous voyez, n'est-ce pas? Chargé de 1000, ainsi de suite. On peut définir les coûts comme ça. Maintenant, ici, c'est là où on dit que là, si vous vous souvenez bien dans la présentation, ici, c'est pour dire qu'est-ce qu'il faut pour que le projet réussisse. En fait, on dit que le financement, n'est-ce pas, est disponible. Attends. Si le financement n'est pas disponible, c'est des conditions en fait. Là, c'est les conditions de réussite du projet. Voilà. Donc là, on a notre cadre logique qui est là. À partir des titres de projet juste qu'on a, si on a par exemple les besoins réels, ainsi de suite, on peut aller plus. Donc dans les textes écrits aussi, dans les cadres de recrutement, on nous demande aussi d'élaborer les cadres logiques à partir seulement des informations qui sont peu disponibles. Et du coup, on nous demande déjà d'élaborer les cadres logiques. Donc, il faut, la personne qui corrige, il voit la cohérence, au fait. La cohérence de chaque, comment dire, la cohérence de chaque, que ce soit objectif général, que ce soit objectif, que ce soit les résultats. C'est ça qui est important. Donc, voilà, on a notre cadre logique. Alors, sans transition, nous allons voir l'utilité des cadres logiques. Voilà. Vous regardez mon nouveau écran ici. C'est vrai? Vous regardez mon écran? Ah oui, je regarde. C'est bon Okay. ici chez moi. Alors, rapidement, on va voir l'utilité. Vous vous souvenez déjà qu'on a rempli les objectifs généraux, les objectifs spécifiques, les résultats. Maintenant, la logique, en tout cas d'intervention, les indicateurs objectivement vérifiables. Maintenant, ici, vous voyez qu'il y a une colonne qui apparaît, la référence. La référence, en fait, c'est l'étude de base. Après la validation du projet, on fait une étude de référence pour identifier, par exemple, les nombres qu'on a trouvés de la population X qu'on va appuyer. Si, par exemple, dans la population X, on a dit, par exemple, le score de sécurité alimentaire est de 10%, ça veut dire qu'à la fin du projet, on se dit qu'on va faire jusqu'à 20%, la valeur de référence va être 10%. Vous voyez, ça c'est l'utilité des cas logiques. Les cibles, c'est combien de personnes qu'on va atteindre. On met les cibles ici et la valeur actuelle, par exemple, à mi-parcours. À mi-parcours, on a atteint combien? Donc, est-ce qu'entre-temps, l'hypothèse a évolué ou l'hypothèse est restée la même? Et c'est là on renseigne aussi à ce niveau-là. Et ce tableau-là, on intègre dans le rapport annuel ou le rapport mi-parcours du projet. C'est pour dire que après la validation du projet, on doit faire une étude de référence pour identifier les données qu'on a trouvées avant l'appui. Pendant l'appui, maintenant, on va faire une évaluation à mi-parcours ou évaluation, en tout cas, de fin d'année, d'une année,
on peut ressortir la valeur de référence actuelle pour dire que oui, on a atteint, par exemple, si on a dit 10% et qu'on va atteindre, par exemple, 30%, peut-être actuellement, on a atteint 15%, il nous reste 15%. Et ça nous permet aussi de voir est-ce qu'on est en train d'aller vers la bonne direction ou bien on est en retard ou qu'est-ce qu'il faut faire. Ou on recule aussi. Parfois, on peut dire la valeur initiale de 10%, mais on se rend compte que la valeur initiale, juste après, en tout cas, 1 an d'appui, on se rend compte qu'on est toujours à 10%. Il y a un problème. À ce niveau, on va revoir notre stratégie et voir quel est le problème. Donc, c'est ça. Lorsqu'on finit, en tout cas, le cadre logique, après la mise en œuvre du projet, on doit avoir les données de référence. Dans certains cas aussi, s'il n'y a pas de données de référence, on peut aller à partir de zéro. À partir de zéro, et après, on pourra voir comment ça va évoluer. Et ainsi de suite. Donc, c'est ça l'utilité des cadres logiques. Donc, le bailleur, lorsque tu intègres ça dans le rapport du projet, ça lui permet de suivre la valeur, en tout cas, du projet. C'est ça l'utilité des cadres logiques. Et vu qu'il y a certains soucis de connexion, Onsu vient de nous rejoindre. Oui. Donc, voilà. Donc, je disais tantôt pour Onsu qui vient d'arriver, l'utilité des cadres logiques, c'est ça. On a ce cadre logique-là qui est ici. Quand si vous voyez bien, on n'a pas les valeurs de données de référence. Ça, c'est juste le cadre logique qu'on a élaboré avant la mise en œuvre, avant en tout cas l'accord du bailleur. Lorsqu'on bénéficie maintenant de l'accord du bailleur pour le financement, voilà, le cadre logique peut se faire ainsi. C'est en ce moment-là qu'on revoit tous les indicateurs en fonction de ce qu'on a trouvé sur le terrain. Et on fait l'étude baseline pour nous permettre d'avoir la valeur de référence. Si on a la valeur de référence, on sait par exemple le taux de conflit, par exemple, dans tel milieu est de tel par an. Donc, à ce niveau, on connaît le taux de conflit, ou encore on sait que le nombre de communautés, en tout cas de comités de gestion de conflits qui sont sur place. Si on dit qu'on a, par exemple, dans notre étude de base, on a trouvé, par exemple, 10 comités, et qu'on dit qu'on va aller jusqu'à faire 30 comités. Maintenant, la valeur de référence va être, par exemple, 10 comités, n'est-ce pas? Maintenant, les cibles, c'est les fins de projet. À la fin du projet, on dit qu'on va avoir, par exemple, 30 comités. Maintenant, la valeur actuelle, si on est à mi-parcours, on peut dire, par exemple, on a mis, je ne sais pas quoi, 15 comités, n'est-ce pas? Ça, c'est bon. Mais si on se rend compte qu'à mi-parcours, on a 10 comités, ça veut dire qu'on n'évolue pas bien. On va aussi se questionner. Ainsi de suite. Donc, là, ce tableau-là, on l'intègre directement dans le rapport du bailleur. On l'intègre directement dans le rapport du bailleur pour permettre au bailleur de suivre l'évolution. Et à la fin du projet, si on a atteint, c'est bien. Si on n'a pas atteint aussi, on doit documenter qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'on n'a pas pu atteindre. Et là où c'est le suivi et l'évaluation est important et le chef de projet doit maîtriser les cadres logiques. En tout cas, tous les chefs de projet doivent maîtriser le cadre logique. Et le suivi et l'évaluation, c'est lui qui doit renseigner ces indicateurs-là pour permettre d'apprécier, en tout cas, l'évolution des choses. Donc, le bailleur, il prend par exemple le cadre logique, il prend le rapport financier et ça lui permet déjà de comprendre le projet. Ces deux documents permettent déjà le bailleur de comprendre. Si par exemple, on se rend compte que les activités n'évoluent pas, en tout cas, on n'atteint pas les indicateurs et qu'on consomme le budget à 50%, le bailleur peut se poser des questions. Donc, c'est ces deux documents-là que le bailleur rapidement peut analyser si le projet est en train d'aller dans la bonne voie ou le projet a un souci. Voilà ce que j'ai voulu partager avec vous. Donc, s'il y a des questions, je les prends rapidement. Mais tous ces documents-là, je vais partager avec vous et je vais vous envoyer aussi un exercice d'un texte écrit, en tout cas, d'une organisation pour comment élaborer le cadre logique. Vous pouvez aussi traiter pour vous exercer et vous m'envoyer et pour corriger aussi pour vous renvoyer. Donc, s'il y a des questions, allez-y, c'est vrai. Vous avez des questions ou c'est l'ancienne main? Oui, j'ai un peu de commentaires ouais. Sur cette partie avant de poser aussi des questions. Donc, mes commentaires vont en endroit surtout de la référence. Comme vous avez expliqué, pour certains projets d'innovation où on sait d'avance que rien n'existe comme information de base comme ça. Par exemple, si on dit l'implantation d'un moulin dans tel village X, par exemple, et que d'avance, on sait que
dans ces villages, il n'y a pas de moulin. Donc, parfois, on ne peut pas faire peut-être l'étude de référence. On peut mettre seulement les chiffres 0 pour dire que à la base, c'est 0. Et puis, continuer avec. Voilà, c'est quel commentaire que je voulais faire. Maintenant, sur la partie des références. Par exemple, si on dit à partir d'objectifs spécifiques, par exemple, on a mis 10. La valeur de référence, c'est 10. Ou par exemple, si on parle des forages, l'implantation des forages, on dit qu'après l'étude de référence, on a retrouvé que dans la zone du projet, il y a 10 forages. Et que notre valeur cible est de 30. Et la valeur actuelle, peut-être à mi-parcours du projet, c'est de faire la valeur de référence plus les réalisations pour mettre sur la valeur actuelle ici. Est-ce que c'est bien ça? Donc, oui, si justement. on a mis... OK. Allez-y. Oui, donc si on est à mi-parcours et qu'on met la valeur actuelle 10 encore, ça veut dire que nous, on n'a rien réalisé. Exact. OK. Exact, ça veut dire que nous, on n'a rien fait. Justement, il y a certains projets qu'on peut partir de 0. Ce n'est pas tous les indicateurs qu'on peut aller de quelque chose. Il y a certains indicateurs on peut aller de 0. Surtout, c'est les indicateurs non-impact là. Les indicateurs d'impact, c'est là où on demande en tout cas plus souvent les études de référence. Mais les indicateurs qui n'ont pas d'indicateurs, ne sont pas des indicateurs d'impact, c'est des indicateurs juste de nombre. On peut partir de 0, comme tu l'as dit. Et donc, les valeurs de référence, c'est justement qu'est-ce qu'on a trouvé sur le terrain. Donc, apparaît ce qu'on a trouvé sur le terrain et que si on voit que la valeur actuelle, on a trouvé 10 et qu'on met sur 10, ça veut dire qu'on n'a rien fait, justement. Donc, ça interpelle justement même le projet où je suis arrivé, par exemple, ici. On peut dire presque à mi-parcours, mais on n'a même pas atteint, en tout cas, 10% des indicateurs. Et c'est inquiétant. C'est inquiétant, donc c'est comme ça dans les projets. Vous allez voir que dans certains projets, les financements du bailleur va venir avec un retard, mais la durée du projet commence dès qu'on approuve le projet. Et donc, le financement n'arrive pas à temps et la durée du projet compte. Autre chose, facteur aussi, on va consacrer la première année en train de faire les recrutements, et il y a aussi des départs. Donc, tous ces facteurs-là, ça fait que les projets prennent du retard. Et du coup, c'est à la dernière minute qu'on essaye de concocter des choses pour finaliser. C'est des cas qui arrivent souvent, en tout cas dans les projets. OK. Autre commentaire, c'est aussi sur les cadres logiques, si vous pouvez encore revenir sur ça. OK, je repartage, je reviens sur ça. Et quoi on a rempli déjà? OK, je remonte. Oui, à partir de l'objectif global, parfois dans certains cadres logiques, les concepteurs de projets ont tendance à ramener le titre du projet comme objectif global pour plaquer et les indicateurs des objectifs globaux et sources de vérification, parfois ils laissent vite. Comme vous avez aussi mentionné ici, on contribue à faire quelque chose. Donc, c'est un projet trop complexe où les domaines sont vastes et que peut-être il y a beaucoup d'organisations dans la localité qui interviennent au même moment. Parfois, les concepteurs ont tendance à se réserver de donner des indicateurs pour cet objectif. Et ici, dans notre exemple, par exemple, lorsqu'on a dit contribuer à renforcer la capacité de résilience socio-économique des agro-pasteurs dans l'environnement de cohésion sociale dans la province de Bahr el Ghazal au Tchad. Donc, le problème crucial, c'était le changement climatique. Mais on n'a pas ressorti ces problèmes dans la formulation de l'objectif global. Je ne sais pas, est-ce que ça ne peut pas être du manque si la personne a pris l'objectif global dans ce sens? Oui, justement. Bon, ici, il faut savoir que c'est un exercice. Ce que tu dis aussi, c'est vrai, parce qu'il y a certains projets qu'on ne définit même pas. On revient juste avec le titre de projet.
Mais moi, comme dans la plupart des projets que j'ai eu à travailler, les gens ils préfèrent formuler en termes d'objectifs parce que si on doit rester vraiment dans le mot objectif, en fait, c'est quelque chose que tu formules pour atteindre. Donc, certains projets, on peut prendre juste le titre de projet pour l'amener. Mais ici, par exemple, ce qu'on a formulé, on peut bien ajouter le changement climatique, comme c'est un exercice. On peut dire, par exemple, contribuer à renforcer la résilience socio-économique des agropasseurs dans un environnement de cohésion sociale, Et on peut, par exemple, mettre, par exemple, pour atténuer ou adapter, en tout cas atténuer les effets du changement climatique. On peut le faire. Maintenant, vous allez voir aussi dans ce type, on sous-entend, certains termes, on sous-entend la résilience. On peut dire, par exemple, renforcer la capacité de résilience socio-économique face au changement climatique, tu vois, des agropasseurs, ainsi de suite. Donc, c'est aussi possible de ramener cela. Mais étant donné que c'est un exercice, on ne prend pas le temps pour voir tous les contours, mais l'idéal, c'est que vous compreniez comment on peut formuler vraiment un objectif qui peut découler du titre d'un projet. C'est ça, en fait. Ok, merci beaucoup. Ok, d'autres commentaires, Béchir et Giro ou Onsou? Ok. S'il n'y a pas d'autres commentaires, nous allons en tout cas mettre terme. Oui, Innocent, je voulais un peu revenir sur les derniers tableaux de l'importance du cadre logique. Ouais. Ici, est-ce que c'est, je ne sais pas, est-ce que le tableau de performance ici? Ou bien comment vous appelez ce tableau? Ok, ici, bon, plus souvent on dit c'est le rapport de suivi de cadre logique. Plus souvent on peut appeler comme ça. Voilà. Donc, sachant que en dehors de ce tableau, il y a aussi le plan de suivi et évaluation. Vous voyez? Le plan de suivi et évaluation, c'est un document aussi de base qui nous permet en fait de suivre nos indicateurs. Mais ici, plus souvent, on peut dire le rapport de suivi des indicateurs ou le rapport de suivi des cadres logiques. C'est plus souvent, on met ça pour nous permettre en fait de suivre les données de référence. Ok, merci. Ouais. Ok. Alors, en ce qui me concerne, je pense que nous sommes arrivés au terme de notre webinaire. Donc, je remercie en tout cas tout et chacun pour consacrer de son temps à cet exercice-là. Et voilà, dans notre groupe, on peut continuer l'échange. S'il y a des questions qui vous viennent en esprit, vous pouvez toujours me relancer dans le groupe. Et sachant, je vais partager tous ces documents avec vous pour vous permettre aussi de vous exercer davantage. Donc, je vous remercie de votre patience et de votre attention. Merci beaucoup. Ok, merci et au revoir et à la prochaine. Ok, bon week-end à tous alors. Merci. Au revoir.